tous. Qui sont intimidés. Alors, je m'assois avec vous, du coup. Alors, je vous propose de vous présenter en 1 minute chrono chacun. Oui, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je suis très content d'être ici dans le cadre de cette journée Ambition Industrie du Futur. Donc, je me présente Alban Carnavos, je suis chef de projet à l'Espace Numérique Entreprise. Espace Numérique Entreprise en 2 mots. C'est une association à but non lucratif, la 1901, qui est financée par la région Auvergne-Rhône-Alpes et la métropole de Lyon, et dont l'objectif est d'accompagner des PME-PMI de la région dans la mise en œuvre de leur système d'information et de faciliter leur passage au numérique. Moi, plus particulièrement, je suis chef de projet rattaché à un programme qui s'appelle Usine numérique régionale, et on va aujourd'hui parler d'un cas en fait qu'on a accompagné dans le cadre de ce programme, et donc d'accompagnement d'entreprises sur des thématiques liées à l'industrie du futur. Aujourd'hui, on parle de réalité virtuelle, on peut parler aussi de fabrication additive, de serious game ou de conception ou de simulation. Merci. Damien. Merci, bonjour à tous. Donc Damien Guichard, je travaille à Industil groupe ArcelorMittal à Châteauneuf, près de Rive-de-Gier. Je suis sur le site de Châteauneuf depuis près de 22 ans, après quelques passages en production, service méthode, progrès continu. Depuis 3 ans, je suis revenu en production pour prendre en charge un des ateliers, la tôlerie, ou atelier de finition. Voilà. Merci beaucoup. Alors Alban, je propose qu'on commence par vous. On pose un peu le cadre, réalité virtuelle, réalité augmentée. Ça avance plutôt pas mal, on peut dire que c'est rentré un peu dans les mœurs, mais concrètement, on est où ? Alors concrètement, on est où ? Alors aujourd'hui, on va parler réalité virtuelle, dans le court temps qui nous est accordé. La réalité virtuelle, pour faire simple, c'est un environnement immersif, c'est-à-dire l'utilisateur, une personne, est plongé dans un environnement virtuel qui est censé représenter la réalité. La réalité augmentée, c'est un autre sujet dont on ne va pas parler aujourd'hui, mais c'est simplement plaquer, superposer sur une réalité des images en 2D ou en 3D à l'aide de tablettes ou à l'aide de lunettes comme les Google Glass. Alors j'ai pris cette photo juste pour vous indiquer. Alors la personne qui est en train de remonter l'allée, je pense que vous le connaissez, c'est Mark Zuckerberg, le patron de PDG de Facebook. Et cette photo date de février 2016, un peu plus d'1 an, lors de la convention Samsung. On voit quoi ? On voit un parterre de personnes qui sont dans un monde complètement immersif. En fait, ce que ça représente, c'est simplement le rachat en 2014 de Facebook d'une société qui s'appelle Oculus Rift, qui était une start-up, pour 3 milliards de dollars. Donc ça peut juste parler. Donc le rachat d'une société comme celle-ci, en fait, a été un déclencheur et a mis en avant la réalité, ce qu'était la réalité virtuelle jusqu'à présent, c'est-à-dire un domaine un peu d'initié et on va dire simplement réservé à des gamers. Là, on est en train de franchir un cap beaucoup plus industriel avec en 2016 des casques qui sortent, qu'on peut acheter à la Fnac, entre autres, donc commercialisés. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a une réelle accélération en fait de ce qui était réservé à un domaine d'initiés, et comment on va le voir aujourd'hui, avec aussi une implication de ces technologies dans le monde industriel. Donc voilà, je suis en train de déflorer un peu la conclusion, mais la réalité virtuelle n'est pas uniquement réservée aux gamers, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors Damien, comment finalement, quelle était votre demande envers le CETIM ? Le NE. Pardon ? Envers le NE. Pardon. C'est pas grave. Excusez-moi. Le CETIM, c'est juste après. Je suis désolée. Je serai fouettée sur la place publique de la place Les Lumières d'Industrie Lyon. Mince. Du coup, alors, peut-être va apparaître la photo. C'était la 3e photo. Ça c'est un de nos outils industriels sur le site de Châteauneuf. Cette photo et celle qui sera probablement après vous permettent de voir un peu ce qui caractérise notre site, notamment ce qu'on fabrique, des produits, on appelle ça des plaques spéciales ou des tôles pour le commun des mortels. Alors c'est des tôles qui vont de 50 mm à 1,2 m d'épaisseur et qui peuvent aller jusqu'à 100 tonnes. Du coup, entre les outils, on utilise des moyens de manutention. On utilise des moyens de manutention de forte capacité, des ponts en roulant de l'ordre de 120-150 tonnes de capacité, comme je le viens de l'évoquer. Et
nos métiers sont beaucoup des métiers de savoir-faire. Il n'y a pas beaucoup de métiers qui s'apprennent à l'école. On a besoin donc de beaucoup de savoir-faire et des temps de formation associés assez importants pour avoir des gens opérationnels d'un point de vue industriel, mais aussi d'un point de vue sécurité, puisque c'est un de nos objectifs premiers, que personne ne se blesse. Le métier de pontier, qui va sûrement apparaître sur la deuxième photo, passe lui aussi par... non, c'est pas celui-ci, c'est celle-ci, mais c'est pas grave. Passe aussi par cette formation. Et l'objet d'aujourd'hui de mon intervention, justement, c'est de comment utiliser la réalité virtuelle dans le cadre de la formation, dans le processus de formation, pour être plus opérationnel rapidement, plus efficace, tout en gagnant un peu de temps aussi. Alors du coup, comment vous avez travaillé avec Alban? Quelle a été vos actions, votre demande? Alors ma demande, en fait, ça a commencé il y a environ 3 ans, où lors d'une présentation de la réalité virtuelle à l'ENISE, à Saint-Étienne, on pouvait voir les premières utilisations de cette nouvelle technologie un peu informatique pour nous industriels, et quels apports ça apportait dans le monde de l'industrie. Donc là, moi, quand je suis retourné un peu sur mon site pour reprendre mon quotidien, je me suis demandé et posé la question comment on pouvait travailler, comment on pouvait intégrer la réalité virtuelle dans notre processus de formation. Et j'ai échangé d'abord avec monsieur Patrick Bard de l'ENISE sur ce sujet-là, sa vision, un peu une expertise qui était beaucoup plus développée que la mienne, que nous au niveau industriel. Et puis à partir de ces échanges, Alban nous a rejoints, l'AI-Primeca aussi de Lyon, et on a pu commencer à réfléchir, à voir comment on pouvait l'apporter, construire un projet, le développer et puis le mettre en œuvre. Donc c'est l'origine qui nous a permis de nous rencontrer et puis de travailler ensemble depuis de nombreux mois. Alors du coup, Alban, à l'ENE, vous avez répondu comment à cette demande? Alors c'est justement dans le cadre du programme que j'évoquais qui s'appelle Usine numérique régionale. Donc c'est un programme spécifique d'accompagnement d'industriels dans la mise en œuvre on va dire de procédés ou de technologies qui bâtissent l'usine numérique. Et donc dans ce cadre-là, on a, nous, des partenaires qu'on a identifiés selon des différentes compétences qui concernent les thématiques qui rentrent dans le cadre de l'industrie du futur. Et en l'occurrence, en ce qui concerne la réalité virtuelle, on a une école d'ingénieurs qui s'appelle l'école d'ingénieurs de Saint-Étienne, qui a un plateau technique rattaché au génie sensoriel, puisque, juste une parenthèse, la réalité virtuelle, en fait, c'est rattaché à ce qu'on appelle le génie sensoriel, c'est-à-dire qu'on est immergé dans un monde 3D et on va faire appel à tous nos sens, c'est-à-dire la vue, l'ouïe, et parfois le toucher aussi avec des systèmes haptiques, qu'on appelle haptiques, qui vont pouvoir, par des retours de force, vous faire prendre conscience du poids ou de la dureté d'un matériau virtuel que vous êtes en train de manipuler de manière complètement virtuelle. Donc voilà, je ferme la parenthèse. Donc le département génie sensoriel de l'ENISE est partenaire du programme Usine numérique régionale. Et donc on a monté ce projet, alors qui est tripartite. Donc nous, l'ENE, on a coordonné ces deux acteurs. On a fait en sorte que ce projet aussi avance. Et on a donc l'ENISE et l'AI-Primeca, puisque ce qu'on n'a pas évoqué, c'est qu'il y a aussi un autre volet dans ce projet qui concerne le serious game. C'est pas le sujet, mais c'est vraiment l'articulation entre les deux, c'est-à-dire à la fois un serious game de manière classique, donc un jeu sérieux qui permet d'acquérir un certain nombre de compétences et de consignes de sécurité, entre autres, ou de tout ce qui est dispensé en formation de manière traditionnelle. Et de simuler l'action aussi. À un moment donné, on va basculer en mode immersif pour en quelque sorte mettre en pratique ce que l'opérateur a vu de manière théorique. Et la théorie, d'ailleurs, est un peu plus interactive que je vais peut-être laisser Damien l'expliquer, mais que ce qui se faisait jusqu'à présent. C'est-à-dire que c'était concrètement des slides PowerPoint, pour faire clair, avec des personnes qui étaient enfermées, c'est pas le terme, mais un peu quand même dans une salle de classe moins active. Assez passive. Donc là, il y a une notion d'interaction avec un environnement virtuel, mais en fin de compte, cet environnement virtuel, c'est ce que l'opérateur va réellement réaliser dans la réalité. Donc, pour revenir, donc on a fait intervenir ces deux écoles d'ingénieurs, et c'est pas un binôme, c'est peut-être un trinôme même, puisqu'il a fallu coordonner les deux actions des deux écoles d'ingénieurs sur toute la durée du projet. Alors, puisqu'on est entre nous, Damien, facile ou pas facile de mettre cette action en place? Vous nous avez déjà donné le timing, 3 ans.
Alors, le travail entre nous trois, facile, hein, on avait tous envie d'avancer, et puis c'était aussi pour l'ENISE et la IPRIMECA, et puis pour eux aussi de se roder sur ces nouvelles technologies et pouvoir proposer d'autres choses dans le cadre de leur formation des étudiants. Globalement, après facile, non, pas si facile. Déjà d'un point de vue industriel, il a fallu qu'on fasse coller au plus près la réalité virtuelle au terrain. Utiliser un pont de 120 tonnes avec un produit de 80 tonnes et puis utiliser un casque. On a essayé de beaucoup travailler pour que ça soit le plus proche, que ça soit un peu la vraie vie et que la formation ait un vrai sens. Donc là, ça a nécessité de nombreux essais, de nos pontiers confirmés. Donc on a intégré très rapidement des gens confirmés sur ce projet pour qu'il ait un vrai sens au final. Donc ça a été de les intégrer, de les faire utiliser au fur et à mesure du projet la réalité virtuelle pour que quand eux ils utilisent la réalité virtuelle, ils soient quasi comme dans leur quotidien. Pour que pour les futurs apprenants, ils puissent retrouver les mêmes conditions que sur le terrain. Donc ça a été le sujet difficile parce que ça a été des réglages, d'essais, de retours de travaux par les gens de l'ENISE ou de l'IPRIMECA. Donc cette partie-là a été un petit peu compliquée, un petit peu longue parce qu'on a tous d'autres objectifs, donc on l'a fait par étapes. Après, au-delà de ça, c'est aussi des notions de réglage informatique et technique, parce qu'on n'est pas forcément expert dans le monde de la sidérurgie, donc en termes de matériel, en termes de maintenance et autres. Donc il a fallu aussi caler ça tout au long du projet pour que après la mise en place du projet, ça puisse vivre demain, après-demain, et puis qu'on puisse le faire aussi évoluer, parce que il y a besoin, ça ne doit jamais s'arrêter à ce niveau-là. Donc long, mais nécessaire et intéressant. Et l'impact sur l'entreprise ? C'est un impact à plusieurs niveaux. Hein. C'est un impact évidemment sur le terrain, parce qu'on a amené une approche de la formation complètement différente. Alban l'a évoqué, on était sur du mode déjà très binôme, avec des gens qui se forment avec un pontier confirmé, et puis en salle avec des messages sécurité. Donc ça, c'est une approche très classique par tutorat. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe plus, elle reste nécessaire. Mais par contre, l'approche réalité virtuelle a permis déjà aux gens tout nouveaux dans notre industrie de voir un peu les effets d'un pont dans des conditions un peu délicates et difficiles, et qu'est-ce qui peut se passer, parce que ça peut arriver malgré tout. Donc, et comment réagir, et en toute sécurité, parce que le produit peut tomber, c'est pas très grave, en réalité virtuelle, il n'y a aucune incidence. Donc ça, c'était important. Donc ça a apporté déjà ce premier impact. Et puis il faut savoir que notre effectif se rajeunit régulièrement. Donc les jeunes aujourd'hui sont adeptes de ces jeux, ils sont toujours sur leur smartphone. Donc cette approche un peu nouvelle, un peu novatrice, c'était complètement dans l'air du temps, et puis ils ont adhéré, ils ont accepté, et ils font ça avec envie même. Et donc du coup les messages qui sont passés portent beaucoup plus. Parce qu'ils le font d'une manière très ludique et moins subie que ça pouvait l'être par le passé. Donc ça, c'est important, et c'est notre premier objectif. Après, au niveau plus usine et industriel, je pense qu'il est intéressant de pouvoir apporter un peu d'innovation, en particulier dans l'industrie de la sidérurgie, pas forcément considéré comme un modèle moderne. Mais ça change industriellement, et puis ça change aussi sur nos missions transverses comme la formation. Donc on apporte une nouvelle image, et c'est bien, je pense, pour ce milieu-là. Et puis pour nos clients, malgré tout, même si eux, indirectement, la formation d'un pontier s'en sont un peu éloignés, l'idée d'amener aussi une nouvelle technologie, c'est un gage d'innovation industrielle, c'est un gage de sérieux, et c'est un reflet indirect sur nos produits, et c'est toujours bénéfique vis-à-vis d'eux aussi. Et de sécurité, j'imagine, complètement fondamental. Alban, demain, votre binôme ou votre trinôme? Alors, nous, on est très contents d'être là, mais c'est vrai qu'on n'a pas vocation à continuer. Mais, par on contre, assiste à un divorce en direct? Non, mais...
Non, non, on reste en bon terme quand même. Non, par contre, demain c'est plutôt, je me tourne vers la salle. Demain, c'est accompagner des entreprises qui aujourd'hui sont dans la salle et qui se posent ce type de questions, qui n'ont pas forcément de réponse. Voilà, je fais un peu de promo pour le Écoutez, programme. vous avez 2 secondes pour le faire, je vous les accorde. Donc, vous venez sur le stand de la région et il y a une démonstration du programme UNR et on sera là pour répondre à vos questions sur ce sujet comme sur d'autres. Non, ce qui est intéressant pour nous, c'est effectivement de garder le contact, enfin de voir quelles sont les évolutions de ce type de projet. Parce qu'on était à l'initiative, vraiment aux prémices de ce projet de virtualisation, quelque part, d'opération de production, de la chaîne de production d'Industil. Je crois savoir, Damien n'en a pas trop parlé, mais il y a d'autres projets, il y a d'autres idées. Aujourd'hui, on ne touche pas forcément, par exemple, à des problématiques métiers, c'est-à-dire concrètement simuler la déformation d'une tôle. Oui. C'était le point de départ d'ailleurs du projet. Au départ, c'était de se dire la presse applique une pression sur la tôle. On veut simuler la déformation d'une tôle. Ça demande beaucoup plus d'énergie et surtout un travail de longue haleine justement pour prendre en compte la déformation d'une matière et puis pourquoi pas la simuler, c'est-à-dire la simuler mais avec là pour le coup d'autres applicatifs comme la réalité augmentée, on peut imaginer se former en réalité virtuelle et puis sur site à un moment donné porter des lunettes et voir par exemple les aspects de la tôle et pouvoir la déformer ou voir les différentes aspérités du produit directement sur la ligne de production. Donc en fait, tout ça pour dire que nous, ce qui nous intéresse, c'est justement de garder un œil sur l'évolution de ce projet. Puis je crois savoir qu'en interne aussi, une forme de boule de neige, quelque part, puisque c'était une toute petite équipe qui a été impliquée sur ce projet. Puis il y a d'autres personnes, notamment du HQE, qui se sont intéressés, qui se sont dit, tiens, là, pour nos consignes de sécurité, ça pourrait être intéressant qu'on l'applique à d'autres sujets, pas uniquement à la manutention de pièces lourdes, et qu'on puisse le déployer sur d'autres sujets. Donc il y a un effet boule de neige aussi qui est intéressant à regarder dans l'avenir. Alors vous avez, merci de ce partage, et vous avez accepté le défi et la demande que je vous ai faite de pouvoir effectivement aider l'ensemble des personnes qui nous écoutent sur 3 solutions, 3 clés, 3 astuces que vous partagez avec eux ce matin. Qui commence ? J'ose. Allez, c'est parti. Juste pour compléter les propos d'Alban, oui, en quelques secondes, oui, on a continué avec la réalité sur d'autres utilisations, notamment de la réalité projetée, sur des caractérisations de déformation, c'est ce qu'évoquait Alban, et on a encore plein d'idées. Donc, et je souligne aussi, il y a une nécessité de temps à passer, de moyens et un peu financier, il faut l'avoir en tête, mais c'est un réel investissement au quotidien. Alors, moi, oui, c'est 3 mots. Je ne sais pas si c'est des idées, en tout cas, mais c'est des réflexions que vous pouvez avoir. C'est 3 mots. Déjà, c'est l'ouverture. L'ouverture, alors aux autres, évidemment, parce que les échanges avec d'autres personnes de milieux industriels, même différents, peuvent nous faire rebondir sur des idées. L'ouverture sur de nouvelles industries, l'ouverture sur de nouvelles technologies, et puis pas hésiter à participer de temps en temps, à arriver à prendre dans son agenda quelques minutes sur des conférences. Moi, quand je suis allé à cette présentation de la réalité virtuelle à l'ENISE, j'étais invité, mais j'avais aucune idée de ce que je pouvais en tirer. Puis au final, c'est tout bénef. Donc du coup, faut pas hésiter à s'ouvrir et puis aller chercher ailleurs, à benchmarker, etc. Donc c'est un premier point important pour moi. Le deuxième mot que j'ai proposé, c'est collaboration, parce que c'est des projets où notre cœur de métier, nous, c'est l'acier, c'est pas l'informatique, c'était encore moins la réalité virtuelle. Donc là, ça passe par une vraie collaboration avec des experts dans ces domaines-là, et puis des gens qui arrivent à nous tirer et puis aussi à faire le joint et le lien entre nous tous, et notamment Alban, parce qu'il a toujours été là et quand il fallait pour nous faire retrouver tous ensemble et puis nous faire avancer, parce que parfois pris par le quotidien on peut vite dériver. Donc oui, cette collaboration elle est très importante et primordiale pour que le projet avance.
Et puis le dernier mot, c'est persévérance, parce que comme tout sujet d'innovation, il peut être semé d'embûches, il peut y avoir des difficultés. Donc il faut avoir l'envie, il faut avoir la volonté, et puis il faut malgré tout être persévérant et y croire toujours. Et au final, on arrive à faire de belles choses. Savoir se donner le temps. Pour vous, Alban? Alors, je sais pas si ça va s'afficher. Moi, qu'est-ce que j'avais... Oui, voilà, impliquer les utilisateurs, passer par une phase prototype, effectivement, je prêche pour ma paroisse, et puis le fait que la réalité virtuelle n'est plus un domaine de joueurs. Impliquer les utilisateurs, les collaborateurs ou les utilisateurs finaux, ça peut paraître anodin dit comme ça, mais en fait, bon nombre de projets échouent simplement parce qu'on a une idée à un moment donné, et puis à un moment donné, cette idée se développe, et puis elle est complètement déconnectée du terrain. Enfin, elle se retrouve déconnectée du terrain. Et au moment où cette idée se concrétise en projet, et doit être utilisé concrètement par des opérateurs, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a un petit souci, parce que ça ne correspond pas forcément, on avait une idée, mais ça ne correspond pas forcément à la manière dont on travaille sur le terrain. Donc ça, c'est très important, d'impliquer les utilisateurs. Damien l'a bien évoqué. C'est qu'à un moment donné, un projet qui peut durer plusieurs mois avant de livrer le produit final aux utilisateurs, leur mettre dans les mains pour qu'ils le testent, c'est bon aussi de les acculturer progressivement pour qu'ils s'approprient cette technologie, qu'ils s'approprient cet environnement qui est complètement nouveau, en fin de compte. Et puis pour valider aussi le fait que on est dans la bonne voie. Pour valider le fait que, par exemple, concrètement, la manette de commande n'est pas positionnée au bon endroit. Donc, impliquer les utilisateurs, c'est aussi un peu de design, quelque part. C'est avoir ce retour d'expérience, ce retour utilisateur pour être sûr, s'assurer que la solution soit adéquate. Passer par une phase de prototype, pareil, ça peut paraître évident, mais c'est pas forcément toujours très simple à mettre en place. On peut avoir l'idée de toujours cette belle idée et puis la déployer le jour J en appuyant sur le bouton, et à partir de demain vous allez tous travailler de cette manière-là. C'est pas forcément toujours comme ça qu'on peut prendre les choses. La phase proto, elle permet justement de valider un go no go, c'est-à-dire concrètement aussi un proto c'est fait pour ça. Se dire que là concrètement il vaut mieux qu'on fasse marche arrière parce que de toute façon on n'y arrivera pas. Le proto est fait pour ça, et puis ça peut faire ce qu'on évoquait, un effet boule de neige, c'est-à-dire que même si votre prototype n'est pas forcément complètement finalisé, on parle beaucoup de quick and dirty, c'est-à-dire qu'on fait quelque chose de rapide, assez rapidement développé, qui n'est pas forcément toujours très propre, mais au moins qui permet de valider la pertinence de ce que vous êtes en train de concevoir. Donc voilà, même si c'est pas toujours très propre, au moins vous pouvez valider certaines de ces étapes. Et la réalité virtuelle n'est plus un domaine réservé aux joueurs. Oui, alors c'est vrai que pour ceux qui ont des ados, mais pas que, vous avez vu que Sony a sorti une PlayStation, la dernière PlayStation VR avec un casque de réalité virtuelle à des prix, alors on peut discuter du prix abordable ou pas abordable en fonction de si on est joueur ou pas, mais aujourd'hui la réalité réelle, c'est que ce n'est plus un domaine réservé exclusivement aux joueurs. Alors bien évidemment, tout ce qu'on a vu, on n'a pas vu beaucoup de choses, puisque c'était assez figé au final, mais les environnements 3D sont créés à partir de données numériques et sont intégrés dans un logiciel de conception de jeux vidéo. Au final, les logiciels qui ont servi à créer cet environnement sont des logiciels qui sont utilisés par les sociétés qui conçoivent des jeux vidéo. Donc au final, ces logiciels-là, on peut en faire ce qu'on veut. C'est un peu la conclusion. Et je reviens sur le numérique. On est dans aujourd'hui, là, on a dû je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on n'avait pas de données numériques de l'atelier, donc on a dû reconstruire quelque part, puisque le site de Châteauneuf, si ma mémoire est bonne, a un peu plus de 150 ans. 151 années. 151 années. Donc ce qui veut dire que forcément, il y a des données en numérique qui n'existaient pas à cette époque-là. Donc là, on a été obligé de renumériser.
Ce qui est intéressant, c'est de travailler sur ce qu'on appelle la continuité numérique. Donc c'est peut-être un terme dont vous allez déjà entendre parler. La continuité numérique, c'est quoi? C'est à partir de la conception d'un produit ou un processus de fabrication, jusqu'au SAV, c'est-à-dire la maintenance de ce produit-là. On remarque qu'il y a des ruptures dans cette chaîne-là. La continuité numérique, pour la réalité virtuelle, pour par exemple la maintenance, c'est partir des données de conception du produit, réutiliser ces données de conception et les intégrer dans un système qui vous permet de créer ces environnements virtuels pour qu'il y ait une continuité entre le bureau d'études jusqu'à la maintenance. Donc la réponse est que c'est possible puisqu'on est sur des données numériques. Donc à partir du moment où vous avez des données 3D bureau d'études, je ne dis pas que ça se fait facilement, hein, il y a forcément un petit peu de travail au sein de cette chaîne, mais cette continuité numérique est tout à fait possible et envisageable. En tout cas, merci à tous les deux.